À la fête de fiançailles de sa sœur, sous des lumières élégantes et des visages souriants, Sofia, la fille de 10 ans d'Anita, fut giflée si fort par sa propre tante qu'elle tomba par terre, pleurant devant 200 invités silencieux. Au lieu de l'arrêter, les parents d'Anita les blâmèrent et leur dirent de partir. Cette nuit-là, elle ne perdit pas seulement sa famille. Ce qui se passa après cette gifle ne ruina pas seulement leur fête, cela exposa la vérité qu'ils avaient tenté de cacher pendant des années, et cette fois, tout le monde la vit. Anita avait 35 ans, elle était veuve et mère d'une fillette de 10 ans qui la sauva de plus de manières qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une fête qui avait mal tourné. C'était l'histoire de la nuit où tout s'était fissuré. Les masques, les mensonges familiaux, et le silence qu'elle avait gardé trop longtemps. Si quelqu'un l'avait vue dans la rue, il aurait probablement pensé qu'elle maîtrisait la situation. Elle vivait dans un quartier calme de Los Angeles, dans un appartement de 2 chambres qui avait appartenu à son mari. Ce n'était pas un palais, mais c'était le leur. Il était décédé 3 ans auparavant dans un accident de la route. Une seconde, il était au téléphone avec elle, lui disant qu'il rentrerait tard, et la suivante, elle signait son certificat de décès. Depuis, elle avait élevé leur fille Sofia seule. Sofia avait maintenant 10 ans, elle était gentille, créative, un peu timide, et elle avait ce genre de regard qui remarquait tout. Anita faisait de son mieux pour maintenir une vie stable pour elle. Elle travaillait en freelance depuis chez elle comme illustratrice numérique. Elles avaient leur routine. Céréales le matin, visite à la bibliothèque le week-end, et film Disney tard le soir avec du pop-corn. Mais la paix était une chose délicate quand sa famille la considérait comme une erreur qu'il n'avait jamais voulu. Ses parents, Judith et Raphaël, ne lui avaient jamais vraiment pardonné d'avoir épousé quelqu'un d'une classe inférieure à la leur, comme il disait. Il reconnaissait à peine son mari quand il était en vie. Et après sa mort, ils agissaient comme si elle avait choisi le veuvage juste pour leur faire honte davantage. Quant à sa sœur cadette, Agatha, elle était toujours leur poupée de porcelaine parfaite. Blonde, brillante, belle, et maintenant une influenceuse lifestyle à succès avec près de 2 millions d'abonnés. Chaque photo, chaque légende, chaque moment parfait était calculé, chorégraphié et loué. Anita était la fille oubliée, celle qui dérangeait. Et puis la semaine dernière, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle reçut une épaisse enveloppe couleur crème par la poste, du genre qui sentait légèrement le parfum et le privilège. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle. Vous êtes cordialement invité à la célébration des fiançailles d'Agatha James et Clinton Johnson. Lieu, The Skyline Rooftop, Los Angeles. Tenue de soirée exigée. RSVP requis. Il n'y avait pas de mots personnels. Pas de « nous serions ravis de vous voir ». Juste un nom, une date, et un rappel qu'elle existait encore. À peine. Elle regarda Sofia. La fillette tournait dans leur petite cuisine, ses chaussettes glissant sur le carrelage. Elle aperçut l'enveloppe dans la main de sa mère. « C'est de la part de mamie ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Anita hésita. « C'est de la part de tante Agatha. Elle se fiance. » Les yeux de Sofia s'illuminèrent. « Sommes-nous invités ?» Anita voulait dire non. Elle voulait la déchirer en deux, mais à la place, elle dit « oui, nous le sommes ». Elle ne savait pas alors qu'accepter cette invitation changerait tout. Sofia passa les jours suivants obsédée par ce qu'elle allait porter. Elle choisit finalement une robe lavande douce avec des marguerites brodées sur les manches, la même qu'elle avait portée à son dernier récital scolaire. Elle tournoyait devant le miroir, les bras écartés comme si elle attrapait la lumière du soleil. « Tu crois que tante Agatha l'aimera ?» demanda-t-elle. Anita força un sourire. « Elle va adorer, ma chérie. Elle ne dit pas ce qu'elle pensait vraiment, si seulement elle prend la peine de te remarquer. » Le Skyline Rooftop était tout ce à quoi elle s'attendait, glamour, excessif, froid. Des parois de verre entouraient le toit terrasse, offrant une vue scintillante de Los Angeles. Un jazz doux jouait en fond sonore. Des serveurs en cravate noire se déplaçaient dans la foule, portant des plateaux dorés de cocktails et d'amuse-bouches. Sofia serrait fort la main de sa mère en entrant. Presque immédiatement, Anita le sentit. Le changement dans la pièce, les regards, les sourires forcés. L'air autour d'eux s'épaissit,
comme s'ils avaient dérangé quelque chose de sacré simplement en franchissant la porte. Sa mère, Judith, les repéra de l'autre côté de la pièce. Elle s'approcha dans une robe de satin bleu marine, les cheveux torsadés en un chignon serré, son expression assez acérée pour couper. Elle fit à sa fille un signe de tête si petit que c'en était presque un renvoi. Puis elle se tourna vers Sophia. « Qui t'a laissé venir ici ?» siffla-t-elle à voix basse. C'est un événement élégant, par un terrain de jeu, avant qu'Anita ne puisse dire un mot, Judith posa une main sur l'épaule de Sophia et la poussa. Pas avec force, mais assez fort pour la faire trébucher. Sophia, déjà nerveuse, vacilla sur ses pieds. Et c'est là que cela se produisit. Le verre de punch rouge qu'elle tenait lui glissa des mains. Le temps ralentit. Le verre de punch vola dans les airs, décrivant une arche parfaite d'une vague cramoisie, et atterrit directement sur la robe d'un blanc immaculé d'Agatha. Un hoquet sonore parcourut les invités. Agatha resta figée, regardant la tache qui s'étalait sur son ventre comme une blessure. Puis ses yeux se fixèrent sur Sophia. « Espèce de petite idiote !» cria-t-elle. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu as ruiné ma robe. » Elle leva la main, et sans hésitation, gifla Sophia au visage. Le son résonna, sec et violent. Sophia laissa échapper un cri étranglé et s'effondra en sanglots. Ses mains volèrent vers sa joue tandis que son corps se pliait de honte et de peur. Anita se précipita, tomba à genoux et enlaça sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» hurla-t-elle à Agatha. Avant qu'Agatha ne puisse répondre, Judith intervint. « Tu n'aurais jamais dû l'amener ici » cracha-t-elle. « Tu nous as déjà assez embarrassés. » Son père, Raphaël, apparut à côté d'elle. Son expression était raide, sa voix plate. « Prends ta fille et pars. » Anita se leva lentement, tremblante. « J'ai juste besoin d'expliquer. »« Non » aboya Judith. « Sécurité !» 2 gardes en costume noir arrivèrent. Anita ne résista pas. Elle souleva sa fille sanglotante et la serra fort contre elle tandis qu'on les escortait à travers la pièce comme des criminels. Derrière elle, elle entendit des chuchotements, des clics de téléphone, des tintements de verres de champagne. Agatha se tenait droite, sa robe ruinée lui collant à la peau, les lèvres retroussées de dégoût. Et juste avant qu'Anita n'atteigne la sortie, elle aperçut Tina, une vieille amie de l'université. Son visage était pâle, son téléphone levé. Elle filmait. Cette nuit-là, elle s'assit en silence sur le bord de son lit. L'appartement n'était éclairé que par la faible lueur orangée du lampadaire extérieur. Sophia s'était endormie en pleurant. Ses joues portaient encore la légère empreinte rouge de la main d'Agatha. Elle la tamponna doucement avec un linge froid, ses propres mains tremblant trop pour le tenir fermement. Elle regarda les murs de leur appartement, leur refuge. La seule chose qui restait d'une vie qu'elle avait bâtie avec son mari. Les murs étaient couverts de dessins de Sophia, une étagère ébréchée qu'il avait assemblée, une photo de travers 2-3 à la plage, et pourtant elle les avait laissés lui faire du mal. Elle l'Y avait conduite tout droit. Elle se noyait dans la culpabilité lorsque son téléphone vibra. Un message. C'était de Tina. Et, je ne sais pas si tu m'as vu à la fête, mais j'ai enregistré ce qui s'est passé. Tout. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Tu veux que je te l'envoie ? Son souffle se coupa. Ses doigts planaient au-dessus de l'écran. Oui, tapa-t-elle, à peine capable de bouger. Quelques secondes plus tard, la vidéo se téléchargea. Elle l'ouvrit. C'était là. Chaque seconde. La foule, la tension, le chuchotement dur de Judith, Sophia trébuchant, le punch volant, la gifle d'Agatha, ses propres cris, les ordres de ses parents, la sécurité les traînant dehors, les sanglots de Sophia. Cela se déroulait comme un film d'horreur mettant en vedette les personnes qui étaient censées les protéger. Des larmes coulèrent sur son visage, pas de tristesse cette fois, mais de fureur. Elle la repassa. Cette fois, elle observa attentivement leur visage. Le dégoût d'Agatha. L'autorité de Judith. L'indifférence de Raphaël. Et en arrière-plan, les invités qui regardaient, observaient, ne faisaient rien. Ils l'avaient tous vu. Ils savaient tous. Elle alla dans le salon et trouva Sophia recroquevillée sur le canapé, un renard en peluche serré contre sa poitrine.
Ses yeux s'entr'ouvrirent. Maman, murmura-t-elle. Je suis là, bébé, dit-elle en s'agenouillant à côté d'elle. Sophia la regarda, sa voix faible. C'était ma faute? Non, dit-elle fermement. Rien de tout cela n'était de ta faute. Elle resta silencieuse un moment, puis dit, je ne voulais rien gâcher. Je voulais juste faire partie de la famille. Elle la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et puis Sophia fit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Elle s'assit, prit le téléphone et ouvrit la vidéo. Sa voix calme mais ferme. Elle dit, les gens devraient savoir la vérité. Elle s'enregistra assise en tailleur, ses joues encore visibles. Mon nom est Sophia. J'ai 10 ans. Hier, je suis allée à la fête de fiançailles de ma tante Agatha. J'ai renversé un verre par accident. Elle m'a frappée. Puis ils nous ont mises dehors. C'était tout. Simple, honnête. Ses doigts tremblaient en tenant le téléphone. Tina avait fait sa part. Maintenant, c'était son tour. Elle ne savait pas ce qui se passerait quand le monde verrait la vérité. Mais elle savait une chose. Elle n'allait plus se taire. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, chaude et indifférente, comme si le monde n'avait pas vu son enfant se faire agresser et jeter comme un déchet quelques heures auparavant. Sophia dormait encore quand elle ouvrit son ordinateur portable. Ses mains planaient au-dessus du clavier tandis qu'elle tapait « Avocat agression enfant près de chez moi ». Elle n'avait jamais engagé de poursuite judiciaire de sa vie, mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement une mère. Elle était un bouclier. À midi, elle avait un rendez-vous avec Maître Beverly Simon, une spécialiste de la défense des enfants recommandée par Tina. Beverly avait aidé des familles dans des cas d'abus. Et quand Anita lui raconta ce qui s'était passé, elle ne sourcilla pas. « Vous avez une preuve vidéo ?» demanda Beverly. Elle lui tendit le téléphone. Beverly regarda en silence. Quand la gifle résonna dans le petit bureau, elle fit une pause, leva les yeux et dit « Nous déposons des accusations criminelles pour agression physique sur mineur contre Agatha James. Nous ajouterons également des accusations de négligence émotionnelle et de mise en danger contre ses parents, Judith et Raphaël. » Les mots étaient froids et précis, exactement ce dont elle avait besoin. Ce soir-là, elle s'assit avec Sophia et lui expliqua ce qu'elle faisait. Ce n'est pas seulement pour les punir, lui dit-elle. C'est pour s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. Sophia hocha la tête, ses petits doigts enroulés autour de son renard en peluche. Allons-nous gagner ? demanda-t-elle. Nous l'avons déjà fait, dit-elle doucement, au moment où tu as dit la vérité. Dès le lendemain, une ordonnance restrictive fut déposée contre Agatha, Judith et Raphaël. Il leur était légalement interdit de les approcher ou de contacter Sophia de quelque manière que ce soit. Maître Simon soumit la vidéo au tribunal comme preuve principale, ainsi que la déclaration enregistrée de Sophia. Elles déposèrent l'affaire devant le tribunal des affaires familiales et les services de protection de l'enfance en vertu de la loi californienne sur la protection de l'enfance. Beverly expliqua que gifler un mineur dans un rôle non parental, surtout lors d'un événement public, était une infraction pénale. Et parce que Judith et Raphaël n'étaient pas intervenus et avaient au contraire aidé à les expulser, ils étaient également responsables. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était un message. On ne frappe pas un enfant pour s'en tirer indemne. Plus maintenant. La même nuit, elle reçut un appel de l'agent de protection de l'enfance désigné par le tribunal. L'agent avait vu la vidéo. Nous ferons un suivi à votre domicile, dit doucement l'agent. Non pas parce que nous doutons de vous, mais parce que nous voulons montrer que cet enfant a quelqu'un qui l'a défendu. Elle regarda Sophia de l'autre côté de la pièce, dessinant tranquillement à la table de la cuisine. Oui, dit-elle, la voix ferme. Elle en a une. Elle ne s'attendait jamais à ce qui suivit. Tina lui avait demandé sa permission avant de partager la vidéo en ligne. Au début, elle hésita. Elle n'était pas intéressée à transformer leur douleur en drame sur Internet. Mais ensuite, elle regarda à nouveau la voix enregistrée de Sophia, la force dans ses mots de fillette de 10 ans, le chagrin silencieux dans ses yeux. « Ceci n'est pas une vengeance, dit-elle à Tina. C'est la vérité. » Elle le posta ce soir-là. Un clip de Sophia parlant doucement, suivi des images brutes de la fête.
Le punch se renversant, la gifle, les cris, le silence de la foule. Il n'y avait pas de musique, pas de montage, pas de filtre. Le lendemain matin, elle avait plus de 200 000 vues. À l'heure du déjeuner, #Justice pour Sofia était en tendance sur Twitter, TikTok et Instagram. Des blogueurs parentaux la republièrent. Des pages d'actualité la reprirent. Des militants intervinrent. Des célébrités commentèrent. Inacceptable. C'est une enfant. Les gens ne se contentaient pas de regarder. Ils étaient enragés. Pourquoi personne ne l'a arrêtée? Où étaient les autres invités? Voilà ce qui se passe dans les familles parfaites à huis clos. Et sous tout cela, une phrase résonnait partout. Sofia, nous te croyons. Agatha tenta de répondre. Bien sûr qu'elle le fit. 2 jours après que le message soit devenu viral, elle publia une vidéo fortement montée sur sa page. Un piano doux en fond sonore, son maquillage soigneusement fait pour paraître négligé, sa voix tremblant juste assez. Je suis profondément désolée de la façon dont les choses ont paru, dit-elle. Mais j'étais sous un stress immense. Il y a eu un malentendu. J'aime ma nièce. Elle ne prononça jamais le nom de Sofia, ne mentionna jamais la gifle. Au lieu de cela, elle suggéra que l'incident avait été manipulé par des personnes essayant de nuire à sa marque. Puis vint le pire. Elle insinua qu'Anita avait encouragé Sofia à se donner en spectacle pour attirer l'attention. Anita tremblait en regardant. Sofia, qui coloriait tranquillement à côté d'elle, leva les yeux. Elle ment, dit-elle calmement. Je sais, répondit Anita. Mais le monde ne gobait pas la performance d'Agatha. Sa section de commentaires explosa. Elle a frappé une enfant et maintenant elle pleure pour des abonnés. Anita, nous te croyons, toi et ta fille. Garde tes fausses larmes. Internet à l'épreuve. Agatha commença à perdre des abonnés. Les marques prirent leur distance. Ses lancements de produits à venir furent annulés en 48 heures. Les sponsors publièrent des déclarations condamnant ses actions. C'était une tempête, mais pour une fois, elle ne s'abattait pas sur Anita et Sofia. Tina appela et dit, il pensait pouvoir contrôler l'histoire, mais tu as changé la fin. Anita ne célébrait pas, mais elle respirait. Sofia demanda, sommes-nous en sécurité maintenant? Anita hocha la tête. Nous y arrivons. C'était la 3e nuit après que la vidéo soit devenue virale quand Anita entendit frapper à la porte. Elle n'attendait personne. Elle regarda par le Judas et se figea. Clinton, le fiancé d'Agatha, ou peut-être plus maintenant, se tenait dans le couloir, portant le même costume que celui de la fête de fiançailles, veste enlevée, cravate desserrée, les yeux lourds de quelque chose entre la culpabilité et le choc. Elle ouvrit lentement la porte. « Salut », dit-il doucement. « Puis-je te parler une minute ?» Elle ne bougea pas. Elle attendit. « J'ai vu la vidéo », continua-t-il. « Et les commentaires. Je ne savais pas quoi dire jusqu'à maintenant, mais il fallait que je dise quelque chose. » Elle s'écarta et le laissa entrer. Sofia jeta un coup d'œil depuis le canapé où elle tenait son renard en peluche. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, mais elle ne dit rien. Clinton s'agenouilla à côté d'elle. « Je suis tellement désolé pour ce qui t'est arrivé, dit-il doucement. Ce qu'Agatha a fait, ce que ta famille a fait, c'était mal, et tu as été vraiment courageuse de parler. » Sofia fit un petit signe de tête et baissa les yeux. Il se leva et se tourna vers Anita. « Je ne voulais pas y croire, dit-il. Mais après l'avoir vue, je ne pouvais plus l'ignorer. » Elle lui offrit un verre d'eau, qu'il ne toucha pas. Il fixait juste le vide comme s'il essayait de reconstituer quelque chose. « Il y a plus, dit-il. Après tout ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens qu'Agatha avait mentionné travailler avec une équipe de relations publiques pour les fiançailles. Alors, j'ai vérifié le dossier de mai partagé de la planification de notre mariage. » Il sortit son téléphone et ouvrit une série de mails. Il y avait des messages entre elle et son manager. Elle négociait un contrat de marque de $500 000 pour le contenu de notre mariage dans mon dos. Et elle avait clairement indiqué qu'elle prévoyait d'imposer un contrat de mariage qui la favoriserait une fois que l'engouement se serait calmé. Puis elle passerait à autre chose. « Ma bouche s'est asséchée, dit-il doucement.
Elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait l'image de moi. Anita ne savait pas quoi dire. Puis Clinton ajouta, j'ai rompu ce matin. Je le lui ai dit, j'ai dit à sa mère. J'ai déjà mis fin à toutes les affaires en cours et annulé les contrats de marque. Sophia leva les yeux du canapé. Ça veut dire que tu ne vas pas épouser Agatha? Clinton lui adressa le sourire le plus doux qu'Anita ait jamais vu. Non, Sophia, je ne le ferai pas, il se tourna une dernière fois vers Anita. Tu avais raison, Anita, à propos de tous. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Et puis il partit. Et pour la première fois depuis des années, Anita eut l'impression que quelqu'un s'était enfin tenu à ses côtés. Pas parce qu'on s'y attendait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. 3 jours plus tard, Anita reçut un email marqué « Urgent ». C'était de son père. Nous devons parler. Cela est allé trop loin. Une réunion de résolution privée a été programmée. Votre présence est attendue. Pas d'excuses, pas de remords, juste une attente. Elle fixa l'écran, la chaleur montant dans sa poitrine. Pendant des années, elle aurait supprimé quelque chose comme ça sans y réfléchir à 2 fois. Mais cette fois, elle ne le fit pas. Elle le transmit à maître Beverly Simon, qui répondit par une seule ligne. Si vous y allez, n'y allez pas seul. Elle suivit le conseil de Beverly, légalement et émotionnellement. Elle lui dit qu'elle se débrouillerait, mais s'assura que Sophia reste avec Eleanor pendant la réunion, au cas où. Le lieu était un espace de bureau neutre à Beverly Hills, chic, calme et intime. Quand elle entra dans la pièce, Agatha était assise les bras croisés et des lunettes de soleil sur le nez, comme si elle se protégeait de la honte. Sa mère, Judith, portait un chemisier crème repassé et un air de préoccupation répété. Raphaël ne leva même pas les yeux. Elle prit place juste en face d'eux, calme et immobile. Agatha fut la première à parler. Tu as couvert cette famille de honte au-delà de toute croyance. Elle ne dit rien. Tu as laissé ta fille publier des mensonges en ligne. Ce n'étaient pas des mensonges, intervint-elle. Judith soupira. Anita, cela aurait pu être géré en privé, comme des adultes. Vous voulez dire étouffer sous le tapis, demanda-t-elle. Comme tout le reste. Tu as toujours été dramatique, lança Judith. Tu fais ça pour nous faire mal paraître. Elle se pencha en avant et croisa son regard, imperturbable. Non, vous vous êtes fait mal paraître vous-même. Et puis Clinton entra. Tout le monde se tourna. J'en ai assez entendu, dit-il. Agatha, tu m'as utilisé. Tu as utilisé ta nièce. Tu as essayé de déformer la vérité pour sauver ton image. Il posa un dossier sur la table. Ce sont des résiliations formelles de tous les contrats commerciaux que nous avions. J'ai retiré tous les investisseurs. Le mariage est annulé, et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou ce cirque. Les lèvres d'Agatha s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle avait l'air de regarder son monde s'effondrer en temps réel. Raphaël parla enfin. Clinton, ne faisons pas de scène. Vous l'avez déjà faite, dit froidement Clinton. Alors qu'elle se levait pour partir, Agatha lui cria. Tu as toujours voulu ça, n'est-ce pas? Me ruiner. Elle s'arrêta à la porte, se retourna et dit doucement, non, je voulais que vous nous aimiez. Mais puisque c'était trop difficile, au moins maintenant nous sommes libres. Et puis elle sortit. Sophia attendait dans la pièce voisine, coloriant avec Monica. Quand elle la vit, elle sourit et courut vers elle. Cette réunion ne mit pas seulement fin à un chapitre. Elle mit fin à un héritage de silence qu'elle avait porté toute sa vie. Le lendemain de la réunion, elle se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores. Pas le genre lourd qui se moquait de son chagrin, mais le genre qui lui rappelait doucement « Tu as traversé la tempête ». Sophia dormait encore, blottie sous sa couverture préférée à l'effigie d'un renard, la bouche légèrement ouverte, ses joues enfin débarrassées de toute tension. L'appartement de son défunt mari, semblait différent. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait pas à un endroit auquel elle s'accrochait. Il ressemblait à un foyer. Elle fit du café, s'assit à la petite table à manger et ouvrit son ordinateur portable. Les emplois en freelance étaient stables, mais quelque chose en elle voulait plus maintenant.
Pas plus d'argent, plus de sens. Et c'est là que l'idée lui vint. Elle commença à concevoir une petite boutique en ligne, un mélange d'impressions numériques, de citations inspirantes pour les mères célibataires, de kits d'art pour enfants, et une mission simple, l'art qui parle quand on ne peut pas. Elle l'appela Z+ Studio. En un mois, ils avaient plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Les commandes arrivaient régulièrement. Des pages parentales commencèrent à republier ses créations. Une association caritative pour enfants la contacta pour une collaboration. Sophia aidait à l'emballage et dessina même quelques gribouillis de son cru qu'ils transformèrent en autocollants. Elle les brandissait et demandait « Tu crois que les autres enfants aiment ça ? Je pense qu'ils vont adorer », disait-elle. Et les gens adoraient. La même communauté qui s'était ralliée derrière la voix de Sophia soutenait maintenant leur guérison. Monica prenait souvent de leurs nouvelles, agissant plus comme une mentor qu'une belle-mère. Tina devint une visiteuse régulière, apportant des biscuits et des nouvelles du monde dont elle s'était discrètement éloignée. Agatha tenta encore quelquefois de contrôler le récit en ligne, mais le mal était fait. Sa voix avait perdu son emprise. Judith et Raphaël respectèrent l'ordonnance restrictive, principalement parce qu'ils ne voulaient pas de nouvelles réactions publiques négatives. Mais aussi, croyait-elle, parce qu'au fond, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient jamais faire marche arrière. Elle n'était plus en colère, juste résignée. Un soir, alors que Sophia et elle étaient assises par terre, entourées de carnets de croquis et d'emballages de snacks, la petite fille leva les yeux et demanda « C'est ça, la sensation d'être normale ?» Elle réfléchit un instant. « Pas seulement normale, » dit-elle. « C'est ça, la sensation d'être en sécurité. » Sophia se pencha contre elle, tenant toujours son crayon, et murmura « J'aime bien être ici. » Et elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement gagné une affaire. Elle n'avait pas seulement fait taire les gens qui leur avaient fait du mal. Elle avait construit quelque chose de mieux à leur place, quelque chose de réel, quelque chose à elle. C'était un mercredi après-midi tranquille. Sophia était à son bureau en train de dessiner un renard en cape de super-héros. Elle répondait aux emails des clients de la boutique quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle devait le faire. Elle décrocha. Anita, fit la voix. Faiblement familière. Son père. Elle ne dit rien. Je ne suis pas douée pour ça, commença-t-il. Jamais été. Mais ce jour-là, à la réunion, j'ai entendu ce que tu as dit et j'ai réalisé que j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Sa main se serra autour du téléphone. Il continua, nous t'avons fait du mal. Pas seulement maintenant, pendant des années, et j'ai laissé faire. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu entendes ça au moins une fois. Il y eut une longue pause, du genre qui résonne plus fort que les mots. Elle ferma les yeux et murmura, merci. Puis elle ajouta, mais je ne porte plus ça. Il laissa échapper un souffle. Je comprends. Et puis il raccrocha. Pas de supplication. Pas d'excuses. Juste le bruit d'une porte qui se ferme pour de bon. Cette nuit-là, elle sortit un vieil album photo qu'elle avait rangé au fond du placard. La couverture était usée, ses coins pliés. À l'intérieur, des pages et des pages de photos de famille de l'époque où Agatha et elle étaient enfants. Fêtes d'anniversaire, vacances, remise de diplômes. Presque chaque photo était centrée sur Agatha. Sur une photo de vacances, elle n'était qu'à moitié visible, cachée derrière l'arbre, oubliée même sur papier. Sophia s'assit à côté d'elle et feuilleta les pages. Elle montra la photo avec l'arbre. Pourquoi n'étais-tu pas sur plus de photos ? Elle sourit faiblement et écarta les cheveux de la petite fille derrière son oreille. Parce qu'il ne me voyait pas, dit-elle. Pas comme j'en avais besoin. Sophia resta silencieuse un moment. Puis elle ferma l'album, la regarda droit dans les yeux et dit, « Moi, je te vois. » C'était ça. Les mots qu'elle ne savait pas qu'elle avait attendu toute sa vie d'entendre. Elle serra Sophia fort contre elle et laissa couler les larmes. Pas parce qu'elle était brisée, pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle était enfin libre. Le lendemain, Anita James rangea cet album photo dans une boîte en carton et la glissa au fond du placard. Non par haine, non pour effacer le passé, mais simplement pour faire de la place à la vie qu'elle et Sophia construisaient maintenant.
Une vie bâtie non sur le devoir ou le silence, mais sur la vérité, le choix et l'amour. Quelques semaines plus tard, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle réserva un voyage juste pour elle et Sophia. Pas d'obligation, pas de famille, pas de culpabilité cachée dans l'ombre. Sedona, Arizona. C'était sa destination de rêve depuis longtemps. Quelque chose dans les roches rouges, le ciel ouvert et le silence du désert l'avaient toujours appelée. Mais il y avait toujours eu une excuse pour annuler. Pas cette fois. Elles séjournèrent dans un petit chalet en cèdre niché juste sous les falaises. Il n'y avait pas de voisins, pas de bruit, pas de pression pour se produire ou prouver quoi que ce soit, juste elle. Sophia courait le long des sentiers de randonnée pendant la journée, ramassant des petites pierres et désignant des formes dans les nuages. La nuit, elle s'asseyait dehors, enveloppée dans d'épaisses couvertures, sirotant du chocolat chaud et traçant des constellations. Il n'y avait pas d'internet, pas d'appel d'avocat, pas de rappel de la trahison d'Agatha James ou de l'absence de Judith et Raphaël, juste le vent, les étoiles et la paix. Un soir, alors que le soleil plongeait bas sur l'horizon et dorait les roches, Sophia et Anita étaient assises sur un banc en bois surplombant la vallée. Sophia appuya sa tête contre son épaule, ses jambes se balançant librement. « Tu crois qu'on leur manque ?» demanda-t-elle doucement. Anita ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « Peut-être, dit-elle. Mais manquer à quelqu'un ne veut pas dire qu'il a été bon avec toi. » Sophia resta silencieuse un moment. Puis, avec toute la sagesse calme d'une enfant qui avait déjà vécu plus que la plupart des adultes, elle demanda « Les reverrons-nous » Anita prit une profonde inspiration. « Peut-être, dit-elle sincèrement. Mais pas si cela signifie que nous devons nous faire petites pour entrer dans leur monde. » Sophia hocha lentement la tête, laissant ses mots s'installer profondément. Elle leva les yeux vers le ciel. « Je préfère notre monde. » Moi aussi, murmura Anita. Et elle le pensait. Elle n'avait pas seulement quitté une réunion de famille ce jour-là. Elle avait quitté une vie de silence, de honte et d'effort pour être suffisante pour des gens qui ne l'avaient jamais vue que comme une ombre. Elle était entrée dans une nouvelle vie, une meilleure, une où sa fille savait qu'elle comptait. Une où elle savait enfin qu'elle comptait aussi. Et alors qu'elles étaient assises là, le vent du désert leur caressant les cheveux et les étoiles commençant à clignoter au-dessus d'elles, Anita réalisa quelque chose. Ce n'était pas la fin de leur histoire.